Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, au nom du directeur général des HUG, M. Bertrand Levrat, et en mon nom personnel, je vous adresse mes très cordiales salutations et mes vœux de bienvenue à l'occasion de la leçon inaugurale de la professeure Begonia Martinez de Terrada Weber, nommée le 1er octobre dernier professeure ordinaire au département de gynécologie et obstétrique de la faculté de médecine, médecin-chef du service d'obstétrique du département correspondant des HUG. De nationalité espagnole et bientôt, où c'est fait? Pardon, suisse aussi. Ouais, ok. Née à Barcelone, Begonia Martinez est mariée, mère de 2 enfants âgés de 18 et 15 ans. Elle effectue ses études de médecine avec l'obtention du diplôme de médecin et de docteur en médecine en 1990 à Barcelone, où elle fera également sa spécialité en gynécologie obstétrique qu'elle obtiendra en 1995. Elle passera 2 ans à Pittsburgh pour se spécialiser en infectiologie gynéco-obstétricale et conclura ce stage postdoctoral de médecin par un PhD summa cum laude, toujours à Barcelone, sur la thématique du virus HIV et de la grossesse. En 2001, elle intègre notre institution en qualité de médecin interne et sera rapidement promue chef de clinique et nommée médecin adjointe en 2006. Elle présentera sa thèse de privat de sang dans notre faculté en 2011 sur les complications infectieuses de la grossesse, du vagin à la bouche en passant par l'utérus, un voyage pas totalement linéaire. Elle complétera ses formations et diplômes scientifiques par des diplômes de management des institutions de santé à HEC Genève, puis de management international des institutions de soins à Bruxelles, Genève et Paris en 2007 et 2008. Avec tout ce background, c'est tout naturellement qu'elle prendra la responsabilité de l'unité d'obstétrique à haut risque dès 2009, et en février 2015, la reconnaissance académique de la faculté se manifestait par sa nomination en qualité de professeur assistant. Ces axes de recherche concernent la médecine maternelle, l'accouchement prématuré et les infections en gynécologie obstétrique, axes qui se sont appuyés sur des participations à plusieurs études de cohorte nationales et internationales, lui permettant de publier plus de 200 articles avec un index H proche de 30. Son engagement dans l'enseignement pré- et postgradué est également considérable. Avec une formation clinique approfondie et des performances académiques tant en recherche qu'en enseignement, qui ont fait d'elle un élément exemplaire de notre relève interne, tout particulièrement de notre relève féminine, douée de qualités naturelles de leadership, c'est tout naturellement là aussi que la faculté et les HUG ont décidé de lui faire confiance pour relever les défis de la plus grande maternité de Suisse de demain dans notre institution. Et maintenant, Begonia, si vous permettez, je vous cède la parole pour votre leçon intitulée « Le streptocoque B chez les femmes enceintes, une menace sous contrôle », point d'interrogation, qui suggère que ce n'est peut-être pas nécessairement le cas, et je vous laisse le soin, chère Begonia, de nous l'expliquer. Un peu de stress. Messieurs les doyens, messieurs les recteurs, chers collègues, chers amis, chères familles, merci d'être venus m'écouter à cette leçon inaugurale. J'ai eu la chance en fait de ne pas avoir énormément de contraintes en fait de la part du secrétariat, du doyen pour la préparation de cette leçon. Il fallait qu'il soit une leçon en fait ouverte au grand public et puis a priori qui ne dure pas plus de 5 minutes. En revanche, j'ai eu des contraintes un peu plus strictes de la part de ma fille Martha, qui m'a dit qu'il fallait qu'il soit quand même un type intéressant pour elle et ses amis, qu'elle allait l'accompagner, si possible qu'il ne dure pas très longtemps, et surtout qu'il n'a pas de photos dégueulasses. Voilà, donc avec ces contraintes, je vais essayer de faire mon mieux, et puis de vous entretenir dans les prochaines 40 minutes, afin que cette leçon soit un peu ludique et puis quand même informative. Donc, effectivement, je vais vous parler du streptocoque du groupe B chez les femmes enceintes. Il menace sous contrôle, point d'interrogation. J'ai un nom qui est très très long. Donc, des fois, vous allez voir mon nom en fait abrévié par BMT parce que je n'arrive pas toujours à mettre les noms. Et puis, mon mari s'est vexé parce qu'il n'est jamais là. Mais bon, en tout cas, pour les titres, je t'ai mis. Alors, nous, en obstétrique, on a vraiment la chance, en fait, d'avoir un travail qui est magnifique. Donc, bien sûr, s'occuper des femmes enceintes et puis faire naissance aux nouveau-nés,
c'est un métier extraordinaire. En plus, on ne risque pas de chômer parce qu'il a environ à plus de 130 millions d'accouchements par année au niveau mondial. Et puis, même si on essaie de remplacer certaines choses qui sont faites par les médecins, par l'intelligence artificielle, les avatars, je vois que les gynécologues obstétriciens ont encore beaucoup de travail à faire au niveau des accouchements. Alors, s'occuper des plus de 130 millions de naissances par année, ça implique à plus ou moins 360 000 naissances par jour, mais ça implique aussi 2,7 millions de morts néonatales par année, 2,6 millions de morts in utero des troisième trimestres par année, et puis environ 300 000 décès maternels par année. Or, on sait aujourd'hui que beaucoup de ces complications sont liées à la présence des micro-organismes et la réponse immunitaire de la femme enceinte, du fœtus et puis aussi du placenta. Cette interaction va être responsable de beaucoup des issues de la grossesse. On sait aujourd'hui que des micro-organismes, on en a plein. En fait, on est autant micro-organismes qu'êtres humains. On sait aujourd'hui qu'au moins, il y a autant de micro-organismes que des cellules humaines. Et ces micro-organismes vont être responsables de ce qu'on est, mais aussi de certaines maladies, comme des maladies cutanées, des maladies intestinales, des maladies, donc les caries, les parodontites, mais des maladies sexuellement transmises, et puis aussi des complications en fait obstétricales. Parmi ces bactéries, au niveau digestif, au niveau oral, au niveau génital, et puis aussi au niveau urinaire, on trouve une bactérie qui s'appelle le streptocoque du groupe B. Le streptocoque du groupe B, c'est une bactérie gram-positive en chaînette qui est commençante, donc ça veut dire qu'on trouve en fait dans des conditions tout à fait normales, dans les tubes digestifs, dans les systèmes génitaux et puis dans les systèmes urinaires. Il existe 10 sérotypes en fonction de leur réactivité aux polysaccharides capsulaires. Donc c'est les types 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les 5 premiers, donc du 1 au 4, vont être responsables de 95% des streptobés qu'on trouve. Et puis, on sait que le sérotype 3, il est associé avec la maladie néonatale invasive. Ces streptobés, on les trouve au niveau de 18% des personnes. Donc, la colonisation au niveau mondial, elle varie entre 11 et 35%. Et puis, à Genève, dans des études qu'on a effectuées ici, on les trouve chez 19% des femmes enceintes. La prévalence, comme je viens de dire, elle varie en fonction des zones, des pays. Et puis, il y a certains pays dans lesquels on n'a aucune estimation par rapport au taux de portage des streptobés. Et curieusement, c'est dans des pays où les taux de mortalité autant maternelle que néonatale sont les plus élevés. Au niveau des estimations, donc, comme je viens de dire, des estimations des colonisations qui sont variables en fonction des pays du monde. Dans l'Afrique, ils sont les plus élevés, donc environ des 22%. En Amérique, en fait, aux alentours des 20%, mais en Europe, c'est aux alentours des 19%. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas du streptocoque du groupe B. On se pose la question de comment cette bactérie peut coloniser en fait les différents organes qu'il colonise. Et puis, en étant une bactérie qui n'est pas mobile, comme il arrive à remonter en fait les vagins ou les cols pour provoquer des infections dans la cavité utérine. Donc, comment il va être capable en fait de monter et puis ensuite après d'envahir et puis d'activer la cascade inflammatoire. Il y a des études qui sont en train d'être effectuées qui nous permettent d'évaluer en fait ces capacités de colonisation et ascension, donc avec des facteurs bactériens. Et puis ensuite après, bien évidemment, il va y avoir des facteurs à nouveau de l'hôte, donc à la réponse immunitaire vaginale, placentaire et fœtale. Et ça va être cette interaction qui, à nouveau, va être à l'origine en fait des complications qui vont arriver chez la femme enceinte. Alors, quelles sont les complications qu'on voit qui sont associées au streptobé durant la grossesse? Donc, on peut trouver des complications chez la femme, des complications en forme d'accouchement prématuré, les morts in utero, les infections néonatales d'apparition précoce et d'apparition tardive,
les décès néonataux et puis l'encéphalopathie hypoxie-ischémique. Et maintenant, je vais vous faire un petit survol pour vous montrer les chiffres de ces complications qui sont associées au streptocoque du groupe B. Cet streptocoque du groupe B, comme je viens de dire, colonise 20% des femmes enceintes. Très souvent, il n'y a rien qui se passe. Donc, une femme enceinte qui va bien avec un accouchement qui se passe bien. Mais des fois, il va provoquer une infection. Une infection chez elle en forme de sepsis, que heureusement dans les pays développés, on arrive à traiter de façon efficace et puis on finit à nouveau avec une femme en bonne santé et un enfant en bonne santé. Mais des fois, ça peut se compliquer avec des séquelles sévères et un handicap à vie. Et ça peut se compliquer encore plus en provoquant un décès maternel. On a aussi des situations, donc l'infection ne va pas provoquer des complications chez la femme, mais va provoquer des complications en forme d'accouchement prématuré. Et à nouveau, en fonction des pays où ces enfants ont la chance d'être nés, des enfants prématurés qui pourront avoir un bon outcome à court et à long terme, mais des fois avec des handicaps ou des fois avec des décès. On peut avoir des morts in utero du 3e trimestre, et ensuite on peut avoir aussi des complications chez les nouveau-nés, donc à ce que je viens de parler, sepsis néonatale, ou des complications de pneumonie ou de méningite, et puis l'association entre l'infection streptocoque du groupe B et puis l'encéphalopathie néonatale, à nouveau avec des outcomes qui sont très variés en fonction de la chance où ces enfants sont nés. Si on revient à la maladie maternelle liée au streptocoque du groupe B, donc on a défini comme la présence des streptocoques du groupe B dans un site stérile, donc au niveau sanguin, au niveau des liquides céphalorachidien, durant la grossesse ou postpartum chez une femme qui a la fièvre ou un sepsis. On sait que les sepsis maternelles va être responsable de 11% des décès maternels et puis que la deuxième cause des décès chez les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Dans des études qui ont été faites en Irlande et puis aux États-Unis, on voit que 25% des bactériémies chez des femmes enceintes sont liées au streptocoque du groupe B. Et puis, parmi les femmes qui viennent d'accoucher, ça correspond aux 20%. On estime que l'incidence des sepsis maternelles liées au streptocoque du groupe B est d'environ 0,4 par 1000 grossesses. Au niveau de l'accouchement prématuré, donc accouchement qui arrive avant 37 semaines d'aménorrhée, donc ça concerne 15 millions d'accouchements prématurés au niveau des streptobés. Donc on sait que par année, il y a 15 millions d'accouchements prématurés. Les accouchements prématurés sont la cause directe de 15% des décès infantiles et 35% des décès néonataux, et la cause indirecte de la moitié des décès néonataux. On sait qu'il y a les risques relatifs d'avoir un accouchement prématuré quand une femme est en colonisation streptobée, il est augmenté et ce risque il est de 1,2 à 1,8. Et ce risque il est encore plus important quand la femme est les porteuse du streptocoque du groupe B dans les urines, donc avec un risque qui s'approche à 2. Morts in utero, à 2,6 millions de morts in utero chaque année, environ 1 million dans l'Afrique subsaharienne et puis 1,3 million en Asie. C'est souvent associé avec des complications infectieuses. Et puis, on sait qu'environ 1% des morts in utero sont liés à l'infection streptocoque du groupe B dans les pays développés, mais ce pourcentage est plus élevé dans les pays en voie de développement, donc notamment en Afrique, avec des estimations qui sont autour de 4%. Donc, ça correspond à 40 000 cas de morts in utero par année. On n'a pas de données en Asie concernant les morts in utero liés à morts in utero en général et puis les morts in utero liés au streptocoque du groupe B. Et puis aussi des complications néonatales, donc à la maladie néonatale précoce, celle qui arrive avant des 7 jours, donc à des estimations qui concernent entre 5 000 à 327 000 cas par année. La maladie néonatale tardive, donc à celle qui arrive au-delà des 7 jours, donc entre des estimations entre 44 000 et puis à plus de 300 000 cas par année. L'encéphalopathie ischémique, donc on sait aujourd'hui qu'environ 0,6% de ces cas sont associés au streptob, mais les enfants qui font une encéphalopathie ischémique, qui ont une colonisation aussi streptocoque du groupe B, ils ont une mortalité qui est plus élevée. Environ 90 000 cas par année de décès des enfants de moins de 300 sont liés au streptocoque du groupe B, et puis environ des 10 000 cas par année
d'enfants handicapés. Donc, je crois que je vous ai montré que le streptocoque des roubaix, c'est quand même une menace pour les femmes enceintes et puis pour leurs enfants. Et on se pose la question s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter ces risques. Donc, depuis les années 90, on sait que si on dépiste les portages des bactéries, y compris les streptocoques des roubaix, dans les urines des femmes enceintes, et on leur donne un traitement antibiotique, ça permet de diminuer les risques de sepsis maternelle et puis ça permet aussi de diminuer les risques d'accouchement prématuré. Qu'en est-il de la maladie néonatale précoce? Donc, cette maladie concerne les nouveau-nés de moins de 7 jours. Elle est associée avec la présence de détresse respiratoire, des signes de septicémie, des bactériémies ou des complications en fait, qui touchent les poumons ou les cerveaux, et puis qui va être associée avec des séquelles neurologiques à long terme. Cette maladie est associée avec un taux de mortalité qui, dans les années 70, était d'environ un peu plus élevé que 50%, mais dès nos jours, dans les pays développés, la mortalité est d'environ 4 à 6%. On sait que dans les pays où il n'y a pas d'approche systématique pour éviter les sepsis néonatales précoces, comme dans l'Angleterre, il y a une petite augmentation dans les dernières années de cette complication néonatale. Les facteurs de risque les plus importants pour cette complication, c'est le fait d'être porteuse du streptocoque des roubaix durant la grossesse. Donc on sait que quand la mère a cette bactérie au niveau génital ou rectal, 50% des nouveau-nés vont être colonisés et 2% vont faire des complications précoces, donc à l'early onset disease, ce qui correspond à environ 1 par 1000 naissances. Il y a aussi d'autres facteurs de risque qui sont associés avec l'infection néonatale précoce, donc par exemple l'accouchement prématuré, la rupture prolongée des membranes, l'infection des placentas ou des liquides amniotiques, la fièvre durant le travail d'accouchement, aussi l'effet d'avoir le streptocoque des roubaix dans les urines, l'antécédent d'une maladie néonatale à strepto B, l'effet d'avoir un taux d'anticorps maternels très faible, et puis des facteurs démographiques. Durant les années 90, on a appris donc que les portages étaient les facteurs importants pour l'infection néonatale, et des études ont montré aussi que l'effet de donner des antibiotiques aux femmes qui étaient porteuses du streptocoque des roubaix ou qui avaient des facteurs de risque en fait pour l'infection du nouveau-né permettait de diminuer les risques de sepsis néonatale précoce. Et donc, aux États-Unis, dans les années 90, donc, ils ont élaboré des recommandations qui permettaient les deux approches. Donc, soit le fait de faire une culture, chercher de façon active les portages à strepto B en fin de grossesse, parce que quand on l'a en fin de grossesse, il y a une probabilité très élevée que cette bactérie soit présente les jours de l'accouchement. Et donc, il permettait recommander soit de faire une culture systématique aux femmes enceintes vers 35-37 semaines, et si elles étaient positives, leur donner des antibiotiques au moment de l'accouchement, avec l'objectif de donner des antibiotiques au moins pendant 4 heures au moment de l'accouchement pour diminuer les risques d'infection du nouveau-né. Mais permettait aussi, pour ceux qui préféraient de ne pas faire de dépistage, parce que ça a quand même un coût important, le fait de faire cette culture, c'était de ne pas faire la culture et puis donner l'antibiotique si un de ces facteurs de risque était présent. Donc, à l'effet d'avoir un accouchement prématuré, une rupture de membrane à plus de 18 heures ou la présence d'une fièvre. Les deux approches avaient aussi des attitudes à combiner dans le sens en fait qui préconisaient aussi l'administration d'antibiotiques pour ces patients en fait qui allaient avoir un accouchement prématuré ou qui avaient une culture qui était revenue positive durant la grossesse parce que ça avait été fait pour des raisons XY ou dans les cas d'un antécédent de sepsis néonatale précoce à strepto B. La mise en place de ces guidelines durant les années 90 a permis de diminuer de façon drastique, en sachant qu'on a un taux quand même qui n'est pas très élevé, mais on est diminué en fait de 1,5 par 1000
à 0,6% par 1000 les cas de sepsis néonatale précoce et streptocoque du groupe B. Mais il y a un problème avec l'approche en fait des facteurs de risque. Et puis c'est le fait qu'on sait qu'environ 50% des femmes qui ont un portage au streptocoque du groupe B n'ont aucun facteur de risque. Donc en 2002 et puis ensuite après à nouveau en 2010, les guidelines américaines ont été modifiées et puis ils sont préconisé le fait de faire un dépistage systématique à toutes les femmes enceintes vers 35-37 semaines avec l'objectif de leur donner des antibiotiques au moins 4 heures les jours de l'accouchement pour diminuer les risques de sepsis néonatale précoce. Et si ces dépistages n'avaient pas été effectués, de donner les antibiotiques en fonction des facteurs de risque. La mise en place de ces guidelines ont permis de montrer encore une diminution des risques de sepsis néonatale précoce avec toujours les mêmes taux de sepsis néonatale tardive, donc à celles qui apparaissent au-delà de 7 jours après la naissance. Et si on regarde en fait quel est le sepsis néonatal précoce, donc on voit cette diminution à partir du moment où aux États-Unis ils ont décidé de mettre en place les dépistages systématiques durant la grossesse. Cela a provoqué une réaction en cascade en fait dans d'autres pays qui ont adapté les recommandations américaines pour la prévention du sepsis néonatal précoce, y compris la Suisse en 2008. Donc on a mis en place, donc ici on traitait les patientes en fait en fonction des facteurs de risque, et puis ici on a mis en place les protocoles de dépistage systématique, et donc vous voyez qu'on n'a jamais eu énormément de cas parce qu'on a eu une approche assez active au niveau de l'administration d'antibiotiques chez les femmes qui étaient à risque. Et des cas, on a l'impression que les nombres des cas sont plus ou moins les mêmes avant et après la politique de dépistage systématique des femmes enceintes. Mais en fait, ce qu'il faut tenir compte, c'est que durant les années 80, on avait environ 2000 accouchements. Au-delà de 2010, donc on a environ 4000 accouchements. Donc, on a diminué de la même façon qu'aux États-Unis et dans d'autres pays les taux de sepsis néonatale précoce. On est passé de 1 par 1000 à 0,2 par 1000 naissances. Donc, on a eu cette diminution de 80% des risques de sepsis néonatale précoce. Donc, on sait, l'antibiotique au moment de l'accouchement pour les femmes qui ont un portage de strepto B permet de diminuer les risques d'infection néonatale précoce. Dans les essais cliniques, comme ça se passe souvent, donc ça marche super bien, donc à 100% d'efficacité. Dans la vraie vie, donc l'efficacité observée varie entre 86 et 89%. Alors, si c'est quelque chose qui marche, pourquoi ce n'est pas adopté dans tous les pays, comme par exemple l'Angleterre? Les arguments qui sont contre le fait de faire ces dépistages systématiques, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas d'études randomisées montrant que les dépistages aient un impact sur la mortalité néonatale pour toutes causes confondues. Les risques d'anaphylaxie, la médicalisation renforcée, les risques de résistance aux antibiotiques et les risques de sepsis néonatale précoce à d'autres germes que le streptocoque du groupe B, et puis qu'il nous manque des preuves que les dépistages font plus de bien que de mal et que les bénéfices soient rentables. Alors, si on reprend ces arguments, est-ce que les dépistages ont un impact sur toutes les causes de mortalité? Bon, on peut déjà se demander pourquoi ça devrait avoir un impact sur la mortalité qui est liée à d'autres germes ou à d'autres causes. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis le moment que les dépistages ont été mis en place, il y a une diminution de la mortalité au cours de la première semaine après la naissance. Et puis, surtout, sans observer une augmentation de la mortalité liée à d'autres causes de maladies néonatales. Donc, le premier argument, on peut dire qu'il n'a plus raison d'être. Les réactions médicamenteuses. 20% des femmes ont dit qu'elles vont recevoir des antibiotiques liés au portage de streptocoque du groupe B. Donc, aux États-Unis, 2 études avec plus de 12 000 naissances, un cas non fatal d'allergie sévère à la pénicilline. Et puis, depuis 1996, 4 cas publiés, avec des millions de femmes qui ont reçu ces traitements antibiotiques. En Angleterre, 0,8 par 100 000 cas de maternité
des réactions anaphylactiques, mais pas liées à la prophylaxie antibiotique pour les dépistages du strep B, étant donné qu'ils ne les font pas. Donc, à nouveau, un argument qui ne tient pas tellement la route pour les pays qui sont contre le fait de mettre en place les dépistages. Médicalisation renforcée. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup en fait de la médicalisation de la grossesse et puis les interventions qui ne sont pas nécessaires. On peut se poser la question de qui décide du niveau de médicalisation. Parce que quand on regarde en fait à nouveau en Angleterre, pays, donc je répète, qui ne font pas de dépistage, une enquête qui est effectuée en 2011 sur plus de 1000 femmes de 20 à 30 ans, 92% des femmes souhaiteraient un dépistage systématique au streptocoque du groupe B, et puis ils pensent qu'il faut les proposer à tout le monde. Et puis dans une étude encore plus récente de 2017, les taux d'acceptation des dépistages au strep B dans une maternité qui a décidé de mettre en place en fait ces dépistages étaient de 98%. Après, on dit, OK, on ne veut pas faire des dépistages parce qu'on ne veut pas donner d'antibiotiques à autant de femmes. Donc, si on ne les fait pas, de toute façon, on va donner des antibiotiques en fonction des facteurs de risque. Donc, on sait que les pourcentages des femmes qui finissent par recevoir des antibiotiques est les mêmes si on fait les dépistages que si on leur donne des antibiotiques sur la base des facteurs de risque. Et quand on les fait que sur la base des facteurs de risque, on va donner des antibiotiques à beaucoup de femmes qui n'ont pas un portage de strep B. Donc, si on donne des antibiotiques à quelqu'un avec un coût et avec un risque potentiel, donnez-les quand même à ceux qui sont à haut risque et qui ont besoin de recevoir les antibiotiques. Le quatrième point qui sortait en fait des arguments des guidelines anglaises pour ne pas faire un dépistage systématique, c'est les risques de résistance aux antibiotiques et les risques des maladies néonatales précoces qui puissent être liés à d'autres germes. Et donc, on a regardé cela chez nous, à Genève. On a fait une étude afin d'évaluer les risques de résistance aux antibiotiques du streptocoque du groupe B. On l'a publié en 2013. Et puis, on avait vu que, c'était Federica Campana qui avait fait cette étude, que 100% des souches de strep B étaient toujours sensibles à la pénicilline, mais c'est juste, on voyait quand même une augmentation des résistances en fait à l'érythromycine et puis aussi à la clindamycine, donc à les autres antibiotiques qui sont donnés dans les contextes d'allergie à la pénicilline. Mais ces allergies ne sont pas liées au fait de donner l'antibiotique pour le strep B. C'est lié au fait qu'il y a une augmentation des prescriptions aux antibiotiques. Il vient d'avoir un rapport de l'OMS publié la semaine passée qui montre que notamment dans les pays en voie de développement, il y a une augmentation de la consommation d'antibiotiques de 65%. Donc on donne des antibiotiques en général de façon trop large. Et puis, chez les femmes enceintes, on voit aussi qu'il y a une augmentation très importante de la consommation d'antibiotiques et d'autres médicaments durant la grossesse. Et quand on regardait en fait à ces risques potentiels d'augmentation des sepsis liés à d'autres germes, parce qu'on va, OK, on va traiter les strep B, mais on risque de provoquer des résistances, et puis du coup après une pression sélective qui va faire que d'autres germes, comme par exemple les coli, puissent provoquer des sepsis davantage. Cela n'a pas été montré, donc un taux est stable à des sepsis néonatales liés à d'autres germes comme les coli. Mais finalement, l'argument, et puis il faut arrêter d'être un petit peu hypocrite en fait avec faut-il le faire ou pas, c'est les coûts. Les coûts de mettre en place un dépistage systématique avec la bonne méthode de culture et le fait de donner les antibiotiques n'est pas négligeable. Donc, à nouveau, dans une étude qui était faite ici à Genève, publiée en 2001 dans le British Journal of Sex and Gynecology, on avait vu qu'avec la politique des traitements antibiotiques par facteur de risque, on est arrivé à éviter 69 cas par million de naissances, avec un coût par cas évité qui va revenir aux alentours de 61 000 livres sterling, et puis un number needed to treat, donc le nombre de femmes enceintes qui doivent être traitées pour éviter un cas d'infection néonatale de 1087 cas. Si on appliquait la politique en fait du dépistage systématique et administration d'antibiotiques au moment de l'accouchement, cela permettait d'éviter 102 cas par million d'accouchements, avec un coût qui revient à plus de 400 000 livres, et puis
un nombre des cas nécessaires à traiter dès 2029. Ces analyses ont été refaites plus tard en tenant compte en fait du coût de la prise en charge de la maladie. Parce que là, c'était tout simplement le fait de traiter par facteur de risque ou faire la culture et donner des antibiotiques. Et c'était une analyse qui était faite en Angleterre et puis qui montrait que l'approche en fait de dépistage systématique et d'administration d'antibiotiques, quand on tient compte en fait du coût de la prise en charge de la maladie, était rentable. C'est-à-dire, aucun modèle, à ma connaissance, n'a pris en charge les coûts d'une vie perdue, la perte des salaires des parents, d'un enfant qui est hospitalisé, d'un enfant qui va avoir des handicaps à court à long terme, et la perte des salaires de cette personne qui va être handicapée. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, cette approche de diminuer les risques de sepsis génitale et strepto B se base sur le fait qu'on va dépister les femmes qui sont porteuses de cette bactérie en fin de grossesse, parce qu'on sait que quand ils l'ont en fin de grossesse, ils ont une probabilité très élevée d'avoir la bactérie au moment de l'accouchement. Et en fonction des études, on voit que la culture antépartum permet de prédire entre 43 et 100% des femmes qui vont être positives les jours de l'accouchement, avec une valeur prédictive négative qui va de 80 à 100%. On sait que 10% des femmes qui sont négatives au streptocoque du groupe B à 35-37 semaines vont être positives les jours de l'accouchement. Donc on va les rater parce qu'on les a considérées comme négatives. On sait qu'avec la culture qui est faite en fin de grossesse, parce que c'est comme ça qu'on est proche du moment de l'accouchement, on ne va pas pouvoir dépister les femmes qui vont avoir un accouchement prématuré. Or, les enfants sont la population à plus haut risque de sepsis néonatale. Ils vont recevoir aussi un traitement antibiotique de façon systématique. Et on perd aussi une population qui est au risque de complications, qui sont les femmes qui n'ont pas de suivi durant la grossesse. Alors, on a eu une idée, pas nous tout seuls, donc il y avait des études, il y avait d'autres groupes aussi qui s'intéressaient au fait de pouvoir détecter la présence du strepto B rapidement. La culture, il ne faut pas oublier que ça s'est fait au laboratoire et ça prend 2-3 jours avant d'avoir les résultats. Et c'est ça la raison pour laquelle on ne peut pas les faire les jours de l'accouchement. Et donc, on sait qu'avec les techniques de PCR qui vont détecter les matériels génétiques, on pouvait détecter la présence du streptocoque du groupe B assez rapidement, donc en seulement 45 minutes. Une étude qui était publiée dans l'année 2000 par Bergeron montrait que la sensibilité de la PCR faite au laboratoire au moment des jours de l'accouchement avait une sensibilité de 97% avec une valeur prédictive positive de 100%. Mais à nouveau, il fallait faire les prélèvements quand la patiente arrivait en salle d'accouchement, il fallait envoyer les prélèvements au laboratoire. On a fait les tests, mais le fait de donner le traitement antibiotique n'était pas basé sur la PCR parce que c'était une étude qui voulait tout simplement, entre guillemets, tout simplement, montrer la sensibilité de la PCR rapide. Donc, il fallait voir si on pouvait dépister avec cette méthode rapide les femmes quand elles arrivaient en salle d'accouchement pour décider, en ce moment-là, de leur donner un traitement antibiotique en fonction des résultats du portage du strepto B. Et donc, on s'était décidé, en fait, on a fait une étude qui avait comme objectif d'évaluer si les sages-femmes, donc du personnel non des laboratoires, étaient capables de faire ces tests rapides en salle d'accouchement les jours dont la patiente arrivait pour son accouchement et comparer si les résultats étaient si bons comme les résultats de la culture qui avait été faite à 35-37 semaines. Et on a voulu aussi mesurer si on avait assez de temps, donc au minimum 4 heures, entre les résultats de la PCR et l'accouchement. Parce qu'à nouveau, je rappelle que pour être efficace, il faut essayer de donner les traitements antibiotiques au moins 4 heures les jours de l'accouchement. C'est une étude prospective qu'on a fait en 2007 et 2008. Et puis, on a fait des prélèvements durant la grossesse, donc à 35-37 semaines. Et les jours donc la patiente arrivait en salle d'accouchement, on faisait à nouveau 2 prélèvements, un pour la culture et puis un autre pour la PCR rapide en salle d'accouchement.
On a utilisé une machine qui s'appelle le Gene Expert DX System, qui permettait d'avoir cet appareil en fait en dehors du laboratoire et qui a toutes les étapes qui sont nécessaires en fait pour faire les tests de PCR, dont la préparation, l'amplification et la détection, dans un appareil automatisé et puis de façon intégrée. Et ça permet de le faire à côté de la patiente. Donc, au lieu de faire au laboratoire, qui a l'air assez compliqué, on a une gentille sage-femme qui nous fait les tests en fait aux urgences. Pour cette étude qui était faite en 2007-2008, on inclut 695 femmes dans 2 phases différentes et puis on a évalué la faisabilité de faire ces tests en salle d'accouchement sur 557. On a eu des résultats qui étaient très positifs, donc on a obtenu une prévalence de 19%. La sensibilité de la technique rapide, donc à la PCR, était similaire, voire un peu plus élevée que la sensibilité de la culture antépartum par rapport aux résultats de la culture les jours de l'accouchement. On a pu constater que 7% des femmes avaient des résultats discordants entre la culture et puis la PCR. Mais ce qui était important, c'était que sur la base de la PCR, on arrivait à donner les traitements antibiotiques à 68% des femmes en travail d'accouchement, et ces pourcentages étaient similaires avec la culture antépartum, qui est le gold standard. Et quand on regarde la population à plus haut risque, à nouveau sont les femmes avec un travail d'accouchement prématuré, ça correspondait à 43 femmes. On a réussi à faire la PCR et donner les traitements antibiotiques sur la base des résultats de la PCR à 74% de ces femmes avec un accouchement prématuré. Donc, ça veut dire qu'on a évité de donner les traitements antibiotiques à la plupart des femmes qui avaient un accouchement prématuré, tandis qu'on avait un résultat de culture qui concernait qu'à 23% des femmes. D'autres études ont montré que la PCR elle est utile, voire plus sensible que la culture antépartum pour les dépistages de strepto B durant la grossesse. Donc des études qui ont été faites aux États-Unis et puis en France. Et une dernière étude qui a été faite en 2011 en fait en Angleterre. Donc étude qui a été faite sur des maternités, sur 400 femmes en travail d'accouchement. Ils ont pu constater que 21% des femmes étaient positives pour les streptocoques du groupe B, mais la PCR était plus sensible et plus spécifique que la culture, et plus sensible et spécifique que les dépistages basés sur les facteurs de risque. Et quand on regardait en fait au niveau de la colonisation du nouveau-né, la PCR était fortement liée au risque d'être colonisé par les strepto B, alors que les facteurs de risque ne l'étaient pas. Je vous montre à nouveau ces diapositives avec les cas de sepsis néonatale strepto B ici à Genève. Parce que parmi les 7 cas de sepsis néonatale précoce qu'on a eu depuis 2009, 2 cas étaient chez des femmes avec des cultures antépartum qui étaient négatives. Et ça correspondait aux seuls 2 cas des femmes qui ont accouché à terme. Les autres 5 cas, c'était des enfants nés pré-terme qui avaient eu la PCR, mais qui n'avaient pas eu le temps nécessaire pour administrer les antibiotiques durant le travail d'accouchement. Si on regarde les coûts, parce que c'est quand même important de regarder les coûts, cette étude montre que par rapport à la PCR en salle d'accouchement, quand on tient compte en fait du traitement des nouveau-nés qui sont infectés par les streptocoques du groupe B, coûte exactement la même chose en fait que la culture antépartum. Donc, quand on regarde en fait les analyses coût-efficacité, ce qui revient en fait comme étant les plus rentables, c'est de ne pas faire de dépistage et de donner des antibiotiques à tout le monde. Mais c'est clair qu'avec ça, on médicalise davantage en fait la grossesse et puis ça risque d'avoir un impact au niveau de la microbiote maternelle et néonatale. Les facteurs de risque, non, aucune par rapport aux méthodes de dépistage, non, aucun avantage. Et puis, si on compare la culture et puis la PCR, mais en tenant compte en fait de la prise en charge de l'enfant, en tout cas, ce sont des approches tous les deux qui sont tout à fait comparables. Alors,
est-ce que la menace en fait de l'infection strep B chez la femme enceinte est sous contrôle? Bon, on arrive avec le dépistage des streptocoques du groupe B dans les urines à diminuer un peu les risques d'accouchement prématuré et puis les sepsis maternelles. Et avec les dépistages et les traitements antibiotiques systématiques au moment de l'accouchement, on est quand même assez efficace pour la diminution des sepsis néonatales précoces. Mais on n'est pas bon. Voilà, il y a encore rien qui est fait pour éviter les morinutero, rien qui est fait pour éviter certaines infections tardives chez les nouveau-nés. Et puis au niveau des complications maternelles, accouchement prématuré, donc on a un impact qui est vraiment très très faible. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre encore qui peut se faire pour diminuer cela, qui finalement, ça représente plus de 400 000 cas d'infections sévères maternelles et infantiles par année au niveau mondial, et environ des 150 000 morts in utero et morts infantiles. Et là, c'est cette diapositive qui est un peu chargée. Ce qu'on sait, c'est que quand la femme enceinte elle a des anticorps, ça lui permet, ça a une protection en fait pour elle contre l'infection invasive et aussi contre la colonisation maternelle. Et ça risque de diminuer l'exposition en fait des nouveau-nés. On sait aussi que ces anticorps, il y a des anticorps qui peuvent passer à travers du lait, qui peuvent passer à travers des placentas, et ces anticorps pourront avoir un effet bénéfique et préventif chez les nouveau-nés. Après, il y a d'autres facteurs en fait qui peuvent être protecteurs, comme le fait de la production d'anticorps actifs chez l'enfant ou l'immunité innée de l'enfant. Mais en tout cas, pour les anticorps maternels, pour les anticorps dans les laits, pour les transferts placentaires, les anticorps passifs, l'avenir, c'est la vaccination maternelle. Et il y a déjà des différents vaccins qui sont en phase de développement. Donc, dans ce tableau, vous avez différents vaccins en fait, qui sont actuellement en phase 1, 2 ou 3, mais des challenges qui sont quand même pas négligeables au niveau de la vaccination. Parce qu'on veut que cette efficacité dure 1 an, 2 ans, plusieurs grossesses. Est-ce qu'elle doit être efficace contre la colonisation maternelle? Bien évidemment, on veut un vaccin qui n'a pas d'effet secondaire. Combien de souches, en fait, des polysaccharides capsulaires, donc combien de souches de strep B veut-on à prévenir, en fait, avec les vaccins? Et puis, si on y va vers les types 1 et les types 2, est-ce qu'on ne va pas avoir une augmentation, en fait, des souches, en fait, qu'on n'est pas en train de découvrir? Quel est le meilleur moment de donner les vaccins? Faut-il les faire avant la grossesse? Faut-il les faire durant la grossesse? Quels sont les issues cliniques en fait qu'on va mesurer? Et puis, bien évidemment, donc on aimerait que ce soit un vaccin qui n'interfère pas avec des réponses vaccinales chez les enfants. Des études qui sont déjà effectuées au niveau des coûts, avec les résultats qui montrent qu'aux États-Unis, si on ajoute un vaccin avec les résultats des vaccins qu'on a aujourd'hui, ça permettrait d'ajouter, si on ajoute des vaccins à la stratégie de dépistage systématique et de traitement antibiotique, ça pourrait avoir un coût efficace en fait avec, ça a des économies associées de 43 millions avec un coût qui représente 91 000 $ par quali gagné. C'est ce qui est considéré comme étant a priori rentable. Donc, les conclusions de cette présentation, c'est que malheureusement, la menace d'infection strep B n'est pas sous contrôle. Il y a des mesures qui sont efficaces, qui sont les dépistages et les traitements des infections urinaires et les dépistages et les traitements du portage maternel, que la meilleure méthode de dépistage est la PCR intrapartum, et puis les vaccins et l'avenir pour éviter ces complications liées au streptocoque du groupe B. Donc j'aimerais vous remercier pour votre attention. Et puis, je n'ai pas fait un remerciement personnel parce que tout ce que j'ai fait où je me trouve aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce à tous mes collègues en fait, du département de gynécologie obstétrique. Et puis là, par collègues, c'est mes collègues médecins, mes collègues sages-femmes, les secrétaires,
Il faut dire que pour cette étude, même les ASCC, ils ont collaboré, c'était très collaborant en fait au niveau de la réalisation des PCR. Un grand merci aussi à mes collègues de la pédiatrie, qui bientôt on va être département Gynops Pédiatrie, donc on va mettre tout ça ensemble, au laboratoire de bactériologie, à l'unité d'épidémiologie clinique, les doyens, la direction de l'hôpital pour sa confiance, les recteurs pour être venus à ma leçon, les patientes, les sponsors. Donc, cette étude a été effectuée avec un sponsoring en fait des CFI qui fait la machine à PCR. Mes amis, ma famille, les amis de Martha qui sont là, et à vous tous et toutes pour votre attention et votre soutien.